Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter l'uniforme porté par un capitaine intégré dans la 50e division d'infanterie britannique. Avant toute chose, je souhaite remercier le magasin ETO Uniforms qui a pu m'accorder une remise sur l'achat de leur uniforme. Vous pourrez retrouver le lien de leur boutique en description. Et je remercie également la petite musette, sponsor de cette vidéo. Vous pourrez retrouver de nombreux éléments britanniques de cet uniforme donc dans leur boutique, que là aussi vous pourrez retrouver en description. Pour rappel, c'est donné qu'une base qui vous servira à constituer votre uniforme. Ce n'est en aucun cas une excuse pour vous éviter l'achat de livres, de magazines spécialisés, voire de faire vos propres recherches sur internet. Vous pourrez sans doute me contredire ou compléter ce que j'ai à dire sur de nombreux points, et si c'est le cas, je vous invite à laisser votre avis sourcé en commentaire pour que nous puissions tous échanger dans la bienveillance sur vos idées. Je ne présenterai que ce que je porte pour vous éviter une vidéo qui durerait 2 heures, et vous pourrez retrouver tous les éléments qui composent cette tenue dans la description avec le timing correspondant. La 50e division d'infanterie, issue du Northumbrian, faisait partie depuis sa création en 1920 de la Territorial Force, et son insigne, composé de 2 T, symbolisait les rivières Tyne et Tees, principale zone de recrutement. En 1921, la Territorial Force est réorganisée en Territorial Army et est formée de 3 brigades, les 149e, 150e et 151e. À la déclaration de guerre le 1er septembre 1939, la 50e division d'infanterie et le reste de la Territorial Army sont mobilisés. La division crée alors 2 nouvelles brigades à partir des unités formées précédemment, les 69e et 70e brigades d'infanterie. Ces brigades sont rattachées à la 50e division jusqu'au 2 octobre 1939, avant qu'elles ne soient transférées à la 23e division nouvellement créée, division qui sert de réserve à la 50e. En janvier 1940, la 50e division est envoyée en France pour rejoindre le British Expeditionary Force. Débarquée à Cherbourg le 19 janvier, elle est affectée au 2e corps et participe à la préparation des défenses dans la région de Lille. Le lendemain du début de l'offensive allemande à l'ouest, la 25e brigade d'infanterie et d'autres unités de soutien sont ajoutées à la 50e division, qui est alors en réserve à la frontière belge. Durant toute la campagne de France, la division subit les assauts ennemis, réussissant parfois à retarder l'avancée allemande. La division est finalement évacuée à Dunkerque dans la nuit du 1er janvier 1940, alors qu'il ne restait que 2400 hommes environ. Le 22 avril 1941, la 50e division d'infanterie est déployée en Afrique du Nord, en passant par le Proche-Orient. Elle se retrouve à nouveau face aux troupes de Rommel, qu'elle avait déjà affrontées lors de la campagne de France. En mai et juin 1942, après de violents combats, les Britanniques sont contraints d'abandonner leur position défensive à Gazala. Au cours de cette retraite, la 150e brigade d'infanterie est totalement anéantie. Par la suite, la 50e division d'infanterie est renforcée par la 1re brigade de la France libre et la 1re brigade grecque en vue de la seconde bataille de l'Allemagne. Le 2 novembre 1942, elle participe à l'opération Supercharge, qui vise à s'emparer de Tel al-Akakir. Après 10 heures de bombardement, les 151e et 152e brigades d'infanterie lancent l'assaut, progressant à travers les champs de mines. En 1943, la division est engagée en Tunisie et prend part à l'opération Pugilist contre la ligne Marette les 19 et 20 mars, affrontant la 15e Panzer Division. Le 5 avril, lors des combats de Wadi Akarit, elle anéantit le bataillon italien San Marco, mais subit de lourdes pertes, notamment au sein du 6e Green Awards qui perd 126 hommes. À l'issue de la campagne d'Afrique du Nord, 250 000 soldats de l'Axe sont capturés. Le 10 juillet 1943, la 50e division débarque en Sicile, à Avola, sous le commandement du 13e corps britannique. Le 16 juillet, la 151e brigade d'infanterie s'empare du pont de Primosolo sur la rivière Simeto, un objectif stratégique clé. Après cette campagne, le 19 octobre 1943, le général Montgomery décide de retirer la 50e division d'infanterie du front italien pour la préparer à l'opération Overlord. Elle est alors rapatriée en Angleterre pour s'entraîner en vue du débarquement en Normandie et est renforcée avec l'ajout des 56e et 231e brigades d'infanterie. Le 6 juin 1944, à 7h25, elle débarque sur la plage de Gold Beach avec pour mission de s'emparer du village d'Arromanches, de Bayeux, de la route nationale 13 reliant Bayeux à Caen et d'établir la jonction avec les Canadiens débarqués à Juno Beach. Les 69e et 231e brigades d'infanterie mènent la première vague d'assaut, soutenue par les chars de la 8e brigade blindée britannique. Malgré une forte résistance allemande, notamment des 352e et 716e divisions d'infanterie, la puissance de feu alliée, en particulier celle de l'aviation, permet de sécuriser Gold Beach dès la mi-journée. La 50e division progresse alors rapidement vers le sud. La batterie du Mont Fleury est prise
prise par le 6e Green Horse Regiment, tandis que la 69e brigade assure la jonction avec la 3e division canadienne venue de Juno Beach. À la fin du jour J, la route Bayeux-Caen n'est pas encore atteinte et la division déplore 400 soldats tués ou blessés. Les jours suivants, la 50e division est engagée dans de violents combats autour de Caen, objectif stratégique des Alliés. Le 11 juin 1844, elle participe à l'opération Perche, qui voit de sanglants affrontements à Tilly-sur-Seulles contre la Panzerlehr Division. Après avoir changé de main 23 fois, le village, enfin ce qu'il en reste, est finalement libéré le 16 juin. La 50e division d'infanterie joue un rôle clé dans plusieurs autres offensives britanniques en Normandie, notamment lors de l'opération Blue Coat en août 44. Poursuivant son avancée, elle progresse ensuite vers le nord-est en direction de la Belgique. Le 17 septembre 1944, la 50e division d'infanterie Northumbrian est placée en réserve du 30e corps britannique pour l'opération Market Garden en Hollande. Ces bataillons prennent part à l'offensive vers Nimègue, mais rencontrent une résistance bien plus forte que prévu. Du 22 au 23 septembre, les contre-attaques allemandes parviennent à couper la division en deux, avant que les forces alliées ne rétablissent la situation. À partir du 30 septembre, la 50e division doit défendre la tête de pont alliée au nord de Nimègue. Elle subit alors de lourdes contre-attaques allemandes pendant près de 2 mois. Le 69e bataillon et le 6e Green Horse Regiment paient un lourd tribut pour maintenir leur position et à la mi-octobre, la division enregistre déjà 900 pertes. Après Market Garden, Montgomery décide de retirer la majorité des unités de la division du front pour les rapatrier en Angleterre. Désormais, elle sert principalement de force d'entraînement pour les nouvelles recrues remplaçant les soldats tombés au combat. À la fin de la guerre, la 50e division compte 8500 pertes, incluant tués, blessés et disparus. 4 soldats de cette division ont reçu la Victoria Cross, un record parmi les divisions britanniques durant la Seconde Guerre mondiale. En 1845, elle est envoyée en Norvège, où elle retrouve son rôle initial de force territoriale avant d'être définitivement dissoute. Le soldat présenté devant vous est capitaine, intégré au sein de la 50e division d'infanterie, 69e brigade, 5e bataillon et intégré dans le régiment East Yorkshire. Il a pu participer à la campagne de France, à l'évacuation de Dunkerque, ainsi que la campagne d'Afrique du Nord, avant d'arriver sur le sol normand le 6 juin 1844 dans les premières vagues. Vous allez pouvoir découvrir la configuration de l'uniforme porté juste après l'arrivée sur les plages, alors que la bouée, entre autres, a été abandonnée. Il existait plusieurs configurations possibles avec la chemise portée par-dessus un t-shirt ou un maillot de corps. Ici, notre officier a choisi de porter une chemise réalisée en flanelle couleur moutarde, qui, contrairement au modèle habituel, est dotée d'un col sur lequel est nouée une cravate. Cette dernière est réalisée en coton vert olive et permet de distinguer les officiers des hommes de la troupe. Elle était d'ailleurs portée même au combat, à condition d'avoir un blouson ouvert sur le col. Autour du cou, des plaques d'identité en carton compressé, frappées avec le matricule et le nom du soldat. Elles sont accrochées par une ficelle, ce qui pouvait poser problème pour retrouver l'identité du soldat si celui-ci venait à mourir brûlé. Une partie restait sur le cadavre en cas de décès, pendant que l'autre côté était récupéré pour comptabiliser le décès et lancer le courrier à la famille. L'ensemble Battle Dress était composé de la veste et du pantalon. Ici, le pantalon en drap de laine est une perception réajustée par un tailleur aux mensurations de notre officier. Il est préférable de porter des bretelles en élastique blanc pour avoir un bon maintien. Sur l'avant, côté droit, on retrouve une pochette pour le pansement, ici bien présent. Il n'a qu'une poche sur la fesse, côté droit également. C'est donc un pantalon destiné au droitier. Sur la cuisse gauche, une large poche est présente. De quoi stocker du petit matériel, voire des chargeurs supplémentaires. Pour se chausser, les officiers percevaient les brodequins spécifiques, qui furent les mêmes que pendant la Première Guerre, sans évolution. Ces brodequins officiers sont réalisés en cuir brun rouge et comportent une semelle lisse en cuir, avec un fer à l'avant et un autre à l'arrière, pour limiter l'usure de la semelle et du talon. Des clous pouvaient être ajoutés par l'intendance à la demande du soldat, permettant une meilleure adhérence sur sol mouillé. En revanche, en bâtiment, c'était beaucoup plus confortable de porter des brodequins lisses. Une paire de guêtrons est portée par-dessus pour étanchéifier un minimum la chaussure et permettre de blouser correctement le pantalon dans les brodequins. Pour aller avec le pantalon, la veste de Battle Dress Pattern 40, également réalisée en drap de laine épais. Elle se distingue du modèle précédent, le modèle 37, avec les boutons apparents, les différentes pièces venant cacher les boutons n'ayant pas été mises pour économiser le tissu. Elle était personnalisée par un maître tailleur, le col étant ouvert pour délibérément voir la chemise et la cravate. Nous remarquons donc l'absence du bouton du haut ainsi que des crochets pour attacher le col. À la taille, une patelette de serrage vient se glisser dans une boucle. Un sifflet est glissé dans la poche de la veste et une dragonne est attachée sur une épaulette, sifflet qui permettait de lancer des assauts. On peut voir que notre officier est décoré d'une médaille, présente sous forme de pins sur la poitrine gauche. Sur les deux pattes d'épaule, on retrouve 3 pips correspondant au grade de capitaine sur fond rouge pour l'arme infanterie.
Sur chaque manche, on retrouve les différents insignes correspondant au régiment. East Yorkshire, à la division avec les 2 T rouges sur fond noir, et la barre dessous représente le 5e bataillon de la 69e brigade. Le blouson et le pantalon sont des reproductions de grande qualité de chez ETO Uniforms, boutique dont vous pourrez retrouver le lien en description. Surtout employé pour la tenue de service, le calot pouvait être réglementaire comme ici, ou régimentaire, avec le sommet du chapeau en rouge et le bas en noir. L'un comme l'autre sont dotés de l'insigne des East Yorkshire, ici en modèle original. Mais le calot a rapidement été abandonné au profit du béret, qui pouvait également être porté au repos sur le front. Le casque Mark III est lancé en fabrication à partir du 3 juillet 1841, mais il a fallu attendre la veille du débarquement, le 5 juin 1844, pour qu'il soit enfin distribué à la troupe, et ceci au fur et à mesure des besoins des unités. Il se différencie du modèle précédent par une nouvelle forme de la coque, il garde cependant la même coiffe qui se fixe par une vis sur le sommet, et la jugulaire est également améliorée. Elle est beaucoup plus élastique que le modèle précédent. Ce casque était surnommé Tortue, par sa forme et sa couleur. Et notre officier a choisi de mettre un filet de camouflage avec quelques bandes de toile de jute pour casser la forme du casque et plus facilement se fondre dans les décors du bocage normand. Mis en service en septembre 1843, le General Service Cap fut porté pour remplacer la casquette Field Service, peu pratique à transporter. Les soldats ont mis du temps à accepter ce changement, et nombreux sont ceux qui, pour le débarquement en Normandie, le portaient à condition de ne pas avoir un béret de couleur spécifique. Commando, tankiste, parachutiste. Ce n'est pas une coiffure spécifique pour les officiers et l'insigne régimentaire se trouve de nouveau sur le côté gauche. Pour leur tenue de service, les officiers pouvaient avoir un manteau, un overcoat. Celui-ci était réalisé en drap de laine épais, doublé d'une satinette à l'intérieur. Il comportait des boutons sur le devant, mais ne se fermait que d'un côté, l'autre rangée de boutons n'étant que purement décorative. Une martingale à l'arrière permet de cintrer à la taille et est composée de 3 boutons, contrairement aux manteaux américains qui avaient à peu près la même conception, mais qui n'avait que 2 boutons. C'est ici un modèle original après-guerre dont les boutons ont été changés pour correspondre à un officier de l'infanterie. Les Britanniques sont très exigeants sur l'équipement transporté, chacun devant respecter la règle sans aucune personnalisation possible. Les officiers ne dérogent pas à la règle et disposent d'un équipement réduit, mais tout était finalement utile. L'ensemble est porté sur un ceinturon pattern 37, qui comporte une bande supplémentaire à l'intérieur, cousue partiellement, permettant d'y glisser les crochets de fixation en laiton des équipements. Sur le côté gauche, le holster MK6 pour le revolver Webley du même nom, en calibre .455. Il est doté d'un bouton pression sur l'avant. Attention de ne pas se tromper dans le modèle, il existe un modèle MK4 pour le Webley du même nom. Dans le holster, un revolver Webley MK6 chambré en .455. Il était un des revolvers réglementaires de l'armée britannique et dispose d'un barillet pour accueillir 6 cartouches. Une grosse dragonne est ajoutée sur la base du revolver à passer autour du cou pour permettre à l'officier de lâcher ce revolver pour passer sur son arme principale en cas d'urgence. Juste au-dessus du holster, une petite pochette permet de stocker des cartouches supplémentaires pour le Webley. On peut y mettre environ 24 cartouches supplémentaires en vrac. Sur le côté gauche, on trouve une sacoche distribuée à tous les officiers. Elle permet de contenir des cartes, des crayons, des règles, compas, etc. Tout ce dont un bon officier peut avoir besoin pour diriger ses hommes. Pour maintenir l'ensemble, des bretelles de maintien sont utilisées. Ce sont les mêmes que celles de la troupe, sauf qu'elles sont attachées au ceinturon au moyen d'aiguillettes spéciales, vu qu'il n'y a pas de cartouchière dédiée à l'avant. Le crochet supérieur de l'aiguillette permet également d'accrocher le small pack. Sur l'arrière droit, on retrouve la gourde réglementaire, modèle seconde guerre, ici reconnaissable à un bidon vert. C'est une reproduction qui commence à avoir la forme des bidons originaux, surtout qu'il passe enfin dans le porte-gourde dit squelette, qui peut se fermer sans difficulté. Sur le côté droit du ceinturon, on trouve un gros étui rigide, permettant de ranger et de protéger une paire de jumelles. L'étui est fixé directement sur le ceinturon au moyen des crochets en laiton. La paire de jumelles ici présentée est un modèle fabriqué par les Américains pour les Britanniques. C'est donc une paire de jumelles originale avec une sangle en cuir qui semble être une reproduction. Ceci dit, elles sont encore parfaitement fonctionnelles et trouvent bien leur place dans l'étui à l'avant du brelage. Juste au-dessus, on retrouve un petit étui avec une petite protection à l'intérieur. Cela permet de stocker et de protéger la boussole. C'est ici une reproduction de chez Miltech, accessible facilement niveau tarif, surtout que la boussole est fonctionnelle. Le small pack est également le même que pour la troupe. Il permet de contenir la gamelle, le kit d'hygiène, les sous-vêtements de rechange et quelques affaires personnelles. Par-dessus le contenu, mais par-dessous le rabat du sac, une cape imperméable MK7 est roulée. Elle permet de protéger de la pluie notre officier
avec en plus une capuche pour y passer la tête. Le casque est destiné à être porté par-dessus cette capuche. Le quart émaillé brun est glissé dans une patte de fermeture du small pack, celui-ci prenant trop de place pour être glissé dedans. Il sert principalement à faire le thé, les Anglais restant proches de leur tradition, même au combat. Les officiers pouvaient choisir leur arme parmi plusieurs modèles. La Sten MK2, la Sten MK3, la Thompson M828A1 ou encore le Lee Enfield numéro 4 MK1 pour pouvoir tirer plus loin mais avec moins de cadence. Notre capitaine a choisi de porter une Sten MK2, pistolet mitrailleur de conception très simple pouvant accueillir les chargeurs de MP40. Elle est chambrée en 9 mm et le chargeur pouvait contenir 32 cartouches. C'est ici une réplique d'Airsoft de la marque Northeast Airsoft fonctionnant à gaz. Vous pourrez retrouver le lien de leur review en description. Notre officier est maintenant paré pour les combattre dans le bocage normand. Cela reste une tenue assez simple à constituer, mais mine de rien assez onéreuse. Tout l'équipement a été passé au blanc cottage couleur dark green, typique de 1144, pour améliorer le camouflage des équipements. Petit conseil, prévoyez 2 flacons pour gérer tout l'équipement, à appliquer avec une brosse à dents, et vous aurez ainsi un petit peu de rab pour pouvoir faire des retouches le cas échéant plus tard. Voici ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner et à partager cette vidéo. Merci encore à mon partenaire ETO Uniforms qui a pu m'aider à acquérir l'ensemble Battle Dress. Merci également à Sonia qui a pu remettre le pantalon à ma taille exacte. Si vous avez du travail de retouche ou de confection à faire sur des uniformes historiques, contactez-la par mon intermédiaire. Je remercie également la petite musette pour son soutien. Retrouvez la boutique de Bertrand en suivant le lien présent dans la description ou en allant directement chez lui à 40 ans en Normandie. Et merci à mon ami Julien Sabouret pour ses précieux conseils également. C'est grâce à vous que je peux avancer et continuer à apprendre tous les jours. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour d'autres vidéos. Salut! Il y a un point sur YouTube où l'histoire revit, où les récits de guerre ne sont jamais enfouis. Néo 035, c'est son nom, son étendard. Spécialiste de l'airsoft, il brille comme un phare. Passionné par la seconde guerre mondiale, il recrée chaque bataille avec une rigueur fatale. Ouais, c'est pour se protéger du spot. Hop là, voilà, fin de tournage. Viens découvrir l'histoire comme tu n'as jamais vu avec Néo